À travers Dumas, j'accédais au passé, c'est-à-dire à autre chose, à ce qui a été avant nous. Et surtout, Dumas me mettait en contact avec des hommes de chair, des hommes de sang, des hommes dont je me disais, ils sont comme nous. Au fond, quand je voyais D'Artagnan chez Louis XIII, je me disais, mais il pourrait avoir un D'Artagnan aujourd'hui. Tous pour un pour tous. C'est la devise aujourd'hui célèbre des mousquetaires d'Alexandre Dumas. Pour commencer, voici les premières lignes de ce roman. Chapitre 1, les 3 présents de Monsieur d'Artagnan père. Le premier lundi du mois d'avril 1625, le bourg de Main semblait être dans une révolution. Plusieurs bourgeois, voyant s'enfuir les femmes du côté de la Grand-Rue, entendant les enfants crier sur le seuil des portes, se hâtaient d'endosser la cuirasse et se dirigeaient vers l'hôtellerie du Franc-Meunier, devant laquelle s'empressait un groupe compact, bruyant et plein de curiosité. Arrivé là, chacun put voir et reconnaître la cause de cette rumeur. Un jeune homme. Traçons son portrait d'un seul trait de plume. Figurez-vous Don Quichotte à 18 ans. Don Quichotte décorcelé, sans aubert et sans cuirasse, Don Quichotte revêtu d'un pourpoint de laine. Visage long et brun, la pommette des joues saillante, signe d'astuce. Les muscles maxillaires énormément développés, indice infaillible auquel on reconnaît le Gascon, même sans béret. Et notre jeune homme portait un béret orné d'une espèce de plume. L'œil ouvert et intelligent, le nez crochu mais finement dessiné. Trop grand pour un adolescent, trop petit pour un homme fait, et qu'un œil exercé eût pris pour un fils de fermier en voyage, sans sa longue épée qui, pendue à un baudrier de peau, battait les mollets de son propriétaire quand il était à pied, et le poil hérissé de sa monture quand il était à cheval. Car notre jeune homme avait une monture. Et cette monture était même si remarquable qu'elle fut remarquée. C'était un bidet du Béarn, âgé de 12 ou 14 ans, jaune robe, sans crin à la queue, et qui, tout en marchant la tête plus bas que les genoux, faisait encore également ses 8 lieues par jour. Malheureusement, les qualités de ce cheval étaient si bien cachées sous son poil étrange et son allure incongrue que l'apparition du suspect bidet à main produisit une sensation dont la défaveur rejaillit jusqu'à son cavalier. Et cette sensation avait été d'autant plus pénible au jeune d'Artagnan, ainsi s'appelait le Don Quichotte de cette autre Rocinante, qu'il ne se cachait pas le côté ridicule que lui donnait, si bon cavalier qu'il fût, une pareille monture. Ainsi avait-il fort soupiré en acceptant le don que lui en avait fait Monsieur d'Artagnan père. « Mon fils, avait dit le gentilhomme gascon, ce cheval est né dans la maison de votre père il y a tantôt 13 ans. Et y est resté depuis ce temps-là, ce qui doit vous porter à l'aimer. Ne le vendez jamais. Laissez-le mourir tranquillement et honorablement de vieillesse. À la cour, continua M. d'Artagnan père, soutenez dignement votre nom de gentilhomme qui a été porté dignement par vos ancêtres depuis plus de 500 ans. Vous êtes jeune. Vous devez être brave pour 2 raisons. La première, c'est que vous êtes gascon. Et la seconde, c'est que vous êtes mon fils. Ne craignez pas les occasions et cherchez les aventures. Je vous ai fait apprendre à manier l'épée. Vous avez un jarret de fer, un poignet d'acier. Battez-vous à tout propos. Battez-vous. D'autant plus que les duels sont défendus et que par conséquent, il y a 2 fois du courage à se battre. Je n'ai mon fils à vous donner que 15 écus, mon cheval et les conseils que vous venez d'entendre. Je n'ai plus qu'un mot à ajouter. Je veux vous parler de M. de Tréville, qui était mon voisin autrefois, et qui a eu l'honneur de jouer tout enfant avec notre roi Louis XIII, que Dieu conserve. Quelquefois leur jeu dégénérait en bataille, et dans ces batailles le roi n'était pas toujours le plus fort. Les coups qu'il en reçut lui donnèrent beaucoup d'estime et d'amitié pour M. de Tréville. Aussi le voilà capitaine des mousquetaires, c'est-à-dire chef d'une légion de César, dont le roi a fait un très grand cas, et que M. le cardinal redoute, lui qui ne redoute pas grand-chose, comme chacun sait. M. de Tréville gagne 10 000 écus par an, c'est donc un fort grand seigneur. Il a commencé comme vous. Allez le voir avec cette lettre et réglez-vous sur lui afin de faire comme lui. Vous pouvez m'excuser? Je n'accepte pas vos excuses, monsieur. D'où venez-vous? Oh.
Pourquoi vous voulez le savoir? Simple curiosité. De Gascogne. Je viens pour être mousquetaire. De Gascogne. C'est la Gascogne qui vous fait rire à ce point? Surtout les Gascons. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous manquez d'air? Savez-vous qui vous avez cogné? Oui. Un insolent. Non. Mon ami Aramis. Ah. Et moi, je suis Athos. J'aime bien savoir à qui je cabosse la figure. Et moi, c'est D'Artagnan. Ah oui. Ouais, mais tout le monde se connaît ici. Je m'appelle Porthos. Vous avez raison, c'est un prénom original. D'Artagnan, fraîchement arrivé à Paris, s'est déjà fait 3 ennemis, Athos, Porthos et Aramis, avec lesquels il a respectivement rendez-vous pour se battre en duel. Il va à la rencontre de son premier ennemi, Athos, et découvre l'amitié indéfectible qui les lie. À vous l'honneur d'être tué ou de me tuer le premier. 10 heures derrière le Luxembourg. 10h15, de combien t-il? 10h30 pour monsieur? Oui. Mais, oui, je sais, vous êtes 3, je n'ai qu'une seule vie. Il y a du coffre, le petit. Chapitre 5. Les mousquetaires du roi et les gardes de monsieur le cardinal. Lorsque d'Artagnan arriva en vue du petit terrain vague qui s'étendait au pied de ce monastère, Athos attendait depuis 5 minutes seulement, et midi sonnait. « Monsieur, dit Athos, j'ai fait prévenir 2 de mes amis qui me serviront de seconds. Mais ces 2 amis ne sont point encore arrivés. Je m'étonne de ce qu'ils tardent. Ce n'est pas leur habitude. »« Je n'ai pas de second, moi, monsieur, dit d'Artagnan. Car arrivé d'hier seulement à Paris, je n'y connais encore personne que monsieur de Tréville, auquel j'ai été recommandé par mon père, qui a l'honneur d'être quelque peu de ses amis. » Athos réfléchit un instant. « Vous ne connaissez que monsieur de Tréville ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur, je ne connais que lui. »« Ah ça, mais, continua Athos, mais si je vous tue, j'aurai l'air d'un mangeur d'enfants, moi. Attendons ces messieurs, je vous prie, et cela sera plus correct. Ah, en voici un, je crois. » En effet, au bout de la rue de Vaugirard commençait à apparaître le gigantesque Porthos. « Quoi » s'écria d'Artagnan. « Votre premier témoin est monsieur Porthos ?»« Oui. Cela vous contrarie-t-il ?»« Non, aucunement. » « Et voici le second. » D'Artagnan se retourna du côté indiqué par Athos et reconnut Aramis. « Quoi » s'écria-t-il d'un accent plus étonné que la première fois. « Votre second témoin est monsieur Aramis ?»« Sans doute. Ne savez-vous pas qu'on ne nous voit jamais l'un sans l'autre et qu'on nous appelle à la cour et à la ville Athos, Porthos et Aramis, ou les 3 inséparables ?» À cet instant, une escouade de gardes de son éminence le cardinal de Richelieu, commandée par M. de Jussac, se montra à l'angle du couvent. « Les gardes du cardinal !» s'écrièrent à la fois Porthos et Aramis. Mais il était trop tard. Les 2 combattants avaient été vus dans une pose qui ne permettait pas de douter de leur intention. « Holà !» cria Jussac en s'avançant vers eux et en faisant signe à ses hommes d'en faire autant. « Holà, mousquetaires, on se bat donc ici ? Et les édits, qu'en faisons-nous ? Si nous vous voyons battre, je vous réponds, moi, dit Athos, que nous nous garderions bien de vous en empêcher. Laissez-nous donc faire, et vous allez avoir du plaisir sans prendre aucune peine. » « Messieurs, dit Jussac, c'est avec grand regret que je vous déclare que la chose est impossible. Notre devoir avant tout. Rengainez donc, s'il vous plaît, et nous suivez. Nous vous chargerons donc si vous désobéissez. »« Ils sont 5, dit Athos à demi-voix, et nous ne sommes que 3. Nous serons encore battus et il nous faudra mourir ici, car je le déclare, je ne repartirai pas vaincu devant le capitaine. » Alors Porthos et Aramis se rapprochèrent à l'instant les uns des autres, pendant que Jussac alignait ses soldats. Ce seul moment suffit à d'Artagnan pour prendre son parti. C'était là un de ces événements qui décident de la vie d'un homme. C'était un choix à faire entre le roi et le cardinal. Ce choix fait, il fallait y persévérer. Se battre, c'est-à-dire désobéir à la loi, c'est-à-dire risquer sa tête, c'est-à-dire se faire d'un seul coup l'ennemi d'un ministre plus puissant que le roi lui-même. Voilà ce qu'entrevit le jeune homme, et disons-le à sa louange, il n'hésita point une seconde.